Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de ce journal. À la une de l'actualité, les incendies dans le sud-est et la Corse qui perdurent depuis 3 jours. 12 000 personnes ont été évacuées dans la nuit de mardi à mercredi dans cette région touristique du Var. Un an après l'assassinat du père Jacques Hamel, un hommage lui a été rendu aujourd'hui dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray en présence de l'exécutif. Nous partirons ensuite en Inde à la découverte d'une unité de police spéciale. Elle est entièrement composée de femmes et a pour but de lutter contre le harcèlement sexuel, un fléau qui touche des milliers de femmes dans le pays. Nous terminerons avec notre série quotidienne. Nos envoyés spéciaux se sont fait peur. Pour vous, ils ont testé l'escape game sur le thème du film d'horreur Saw. Mais d'abord, on commence par les incendies. À cette époque, la France n'en avait pas connu autant depuis une dizaine d'années. Oui, et les flammes se rapprochent dangereusement des habitations et des complexes touristiques. Hier soir, plus de 12 000 personnes ont dû être évacuées à Bornes-les-Mimosas, dans le Var. On fait le point avec Mathilde Boutemi. Le vent est violent, il souffle en rafale. Il est un peu plus de minuit à la Londe-les-Morts, les collines s'embrasent. Un nouveau front vient de s'ouvrir dans le Var. Le feu progresse rapidement. Bormes-les-Mimosas et le Lavandou sont très vite touchés. L'incendie prend la direction de la mer. Les campeurs sont pris au piège, coincés entre la plage et le feu. C'est quand même effrayant parce que le feu il est juste là, si vous voyez, madame. Et franchement, ça fait peur. Plus de 10 000 personnes ont dû être évacuées et c'est sur le sable presque les pieds dans l'eau que touristes et habitants se réfugient. De longues heures d'attente commencent. Il y avait plein de fumée noire et les flammes ils étaient rouges mais un rouge vif. On a préparé un sac à la va-vite quoi, et puis on est parti assez vite pour rejoindre la plage quoi. Certaines personnes ont passé la nuit dans une salle municipale prise en charge par les secours sur place. Aux alentours de, c'était quelle heure, minuit et quart, on a eu le haut-parleur en nous disant d'évacuer en fait rapidement les lieux. Dans la nuit, le feu a progressé. Au total, 800 hectares ont brûlé la nuit dernière. Sur le terrain, près de 600 pompiers sur le front sont desservis par un Mistral soufflant à près de 80 km/h. Le feu a progressé très rapidement de l'ordre de 1000-1200 mètres à l'heure. Un vent très fort qui a attisé le feu avec, comme on le voit derrière nous, une progression très rapide et des sautes de feu assez importantes. Au lever du jour, les riverains sont toujours sous le choc. Sous les yeux de ce couple, leur parc de gardiennage détruit par les flammes. On était dans notre lit et on a vu de la lumière. Et là, il y avait les flammes qui envahissaient chez nous. Et on a pris notre fille sous les bras, nos animaux et on est partis. Sur la plage, la fumée noire recouvre toujours l'horizon. Au total, ce sont près de 4000 hectares partis en fumée depuis le début des incendies, dans le sud-est et en Corse. Ont été mobilisés une vingtaine d'avions et près de 4000 pompiers et militaires. Mais est-ce que c'est suffisant ? Eh bien non, cela ne suffit pas. Il faut savoir que c'est une logistique très complexe. Actuellement, les pompiers ont déjà épuisé leur stock annuel de produits retardants. Ils doivent donc se réapprovisionner. Et puis, la France en appelle aussi à l'aide européenne. Elle a demandé 2 Canadair en renfort. Un premier avion est déjà arrivé en Corse hier en fin de journée. Il a été prêté par l'Italie. Et dans le même temps, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a affirmé que la flotte est aujourd'hui suffisante en France, mais a quand même lancé la commande de 6 bombardiers d'eau supplémentaires, mais ils seront disponibles qu'à partir de 2019. Et côté moyens humains, le Sud et la Corse peuvent aussi compter sur la solidarité nationale. Plus de 1000 pompiers venus de tout le territoire ont été envoyés en renfort sur les zones de combat. Le plan de bataille des brigades est sans cesse ajusté, ce qui contribue à intensifier la fatigue chez les soldats du feu. Le combat est difficile, les pompiers luttent jour et nuit et certains d'entre eux sont victimes d'un vent tourbillonnant, c'est-à-dire que les flammes se retournent contre eux sur le terrain. Au total, 20 pompiers sont actuellement blessés. Ils ont été pris en charge par les postes de commandement sur place.
On le comprend donc, les pompiers sont sous tension. Et puis une polémique, un syndicat de pilotes déplore un manque de Canadair opérationnel. Oui, les syndicats de pilotes de Canadair et de pompiers dénoncent une flotte vétuste. Pour eux, il est actuellement impossible de mettre en œuvre la stratégie de lutte contre ces feux de forêt. Et d'après le responsable du syndicat de pilotes de Canadair, chaque année, eh bien, c'est la même chose. Des avions restent cloués au sol, soit par manque de pièces détachées, soit parce que la maintenance n'a pas été effectuée en temps et en heure. Selon lui, il faudrait 12 avions opérationnels pour être efficace. Et en fait, il n'y en a que 9, 2 en Corse et 7 dans le sud. Impossible donc pour eux d'assurer totalement leur mission. Merci Mathilde pour ces précisions. Un an après, la France rend hommage au père Hamel. Le prêtre avait été assassiné dans son église à Saint-Étienne-du-Rouvray par 2 terroristes se revendiquant de Daesh. Retour sur cette cérémonie avec Solène Rioux. Il est 9h précises lorsque débute l'hommage ce matin. Il y a un an tout juste, le père Jacques Hamel était assassiné ici même, devant l'autel de l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. L'archevêque de Rouen célèbre cette messe du souvenir. Dans son homélie, il dresse un constat catégorique. Non, la haine n'a pas triomphé et elle ne triomphera pas. Une célébration en présence du président de la République, du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. L'exécutif qui a tenu à saluer la sœur du prêtre, mais aussi les 3 religieuses présentes le jour de l'attentat. À l'extérieur, un écran géant est installé pour permettre à la foule, paroissiens et beaucoup d'autres, de suivre la célébration. C'est à ces personnes, mais aussi aux proches et membres de la famille du prêtre, que s'adresse Emmanuel Macron. Je vous remercie d'avoir donné à toute la France le même exemple, d'avoir refusé cette soif de vengeance et de représailles. Après l'office, ce moment républicain, l'inauguration d'une stèle et d'une plaque commémorative, un symbole de paix et de fraternité devant laquelle les habitants pourront se recueillir afin que le devoir de mémoire perdure. Le père Jacques Hamel devrait être béatifié par le Vatican en tant que martyr dans le cadre d'une procédure accélérée. Et c'est le pape François qui a demandé à ce que le délai des 5 ans imposé entre la mort et le début du procès en béatification ne soit pas appliqué dans ce cas précis. Et pour le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, les chiffres du chômage sont plutôt encourageants. Effectivement, Pôle emploi l'a annoncé hier, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a baissé de 0,3% en juin. C'est 10 900 chômeurs en moins qu'au mois de mai. À noter qu'en un an, le chômage a baissé de 1%. Et c'est une mauvaise nouvelle en revanche pour C8, la chaîne va devoir payer. Et payer une sanction de près de 3 millions d'euros. Alors l'animateur vedette de Touche pas à mon poste avait piégé des personnes homosexuelles en direct. C'est la 3e sanction du CSA en moins de 2 mois pour l'émission. La vice-présidente huée des députés qui claquent les portes. Hier, c'était la cacophonie générale sur les bancs de l'Assemblée nationale. Et en cause, les débats sur les textes de la loi concernant la moralisation de la vie publique. Marie-Carline Chardonnay. Je commence tout de suite. Il y a déjà eu 2 prises de parole, c'est pour ça que je ne peux pas vous la donner. Et j'ai déjà commencé le vote, donc... il part, attendez. Donc, nous allons parler de l'amendement numéro 504. C'est bien comme ça, je vais mettre au voie l'article 1er bis A. Donc, qui est pour? Qui est... après l'avis du gouvernement, pardon, excusez-moi, et de la commission.
Pour. Alors, qui est pour? Merci Madame la Présidente. C'est un rappel au règlement sur la base de l'article 58 alinéa 1 de notre règlement. Vous avez appelé le vote 2 fois, presque 3. Ça m'a aussi rappelé quelques souvenirs de la semaine dernière. De 2 choses l'une, Madame la Présidente. Soit cette situation ne se reproduit pas, soit au nom de mon groupe, je serai amené à demander un scrutin public sur chacun des amendements déposés. Demandez la parole avant. Oui, Madame la Présidente, pour un rappel au règlement... Excusez-moi, Monsieur Chassaigne a demandé la parole avant. Monsieur Chassaigne, allez-y. Vraiment, ça devient pénible. Ça devient pénible. Vous menez ces débats d'une façon incompréhensible. 5 minutes de suspension de séance. Mes chers collègues, la séance est reprise. Et on dirait presque une cour de récréation. Faisons de Paris la capitale de l'amour. Vous avez peut-être déjà vu ou entendu ce slogan. Cette année, Paris est la capitale de la lutte anti-sida. Depuis une semaine, elle a accueilli des chercheurs du monde entier. Bilan de cette conférence, des avancées majeures, mais une crainte persiste, le financement de la recherche. Les explications de Marie-Cardine Chardonnay. Le combat des 6000 spécialistes du sida est loin d'être gagné. Entre espoir de vaccin, inquiétude autour de la politique de Donald Trump et une absence remarquée du président Macron. En 12 ans, le nombre de morts du sida a été divisé par 2. C'est une avancée majeure pour Linda Gelbaker, présidente de la Société internationale du sida. Il y a plusieurs cas de rémission inexpliqués comme ces jeunes adolescents séropositifs français. C'est la preuve que les choses avancent et que les malades guérissent. 34 ans après la découverte du virus du VIH, les experts butent toujours sur sa capacité à se dissimuler dans certaines cellules du système immunitaire. Pour les chercheurs, l'objectif, c'est maintenir le virus en sommeil le plus longtemps possible grâce à des traitements moins lourds. C'est aussi ce que préconise le président de l'association AIDS. On attend énormément de choses sur ce congrès, déjà d'un point de vue médical, d'un point de vue de la recherche, et éviter le plus de side effects, d'effets secondaires en fait, sur ces médicaments. Et déjà, des avancées majeures présentées lors de la conférence, comme le médicament ABX646 de la société française Abivax, capable de réduire fortement la charge virale, ou encore le vaccin de la filiale américaine Johnson & Johnson, testé sur 393 personnes en Thaïlande et en Afrique, entraînant une réponse immunitaire. Les résultats définitifs sont attendus pour 2021. Nous sommes encouragés par les résultats de cette étude préclinique qui ouvre la voie et nous espérons qu'un jour nous allons éradiquer ce virus. En 2016, le virus a tué 1 million de personnes dans le monde. Alors la question du financement, notamment des États-Unis, continue d'inquiéter. Un appel est lancé pour que Washington maintienne ses dons. À l'international, maintenant, c'est une victoire d'étape pour Donald Trump dans sa lutte contre l'Obamacare. Si la route est encore longue, le Sénat a voté de justesse pour l'ouverture d'un débat de 20 heures sur l'abrogation de cette réforme. Mais l'issue, elle est incertaine. Un minimum de 60 voix sur 100 est requis pour adopter de nouveaux amendements. Alors Donald Trump, qui avait fait pression sur son camp, les Républicains, se veut plutôt optimiste. On l'écoute. Maintenant, nous allons avancer sur une véritable réforme du système de santé pour le peuple américain. C'est un grand pas. Je veux remercier le sénateur John McCain, un homme courageux qui a fait un voyage difficile pour voter ici. Je veux le remercier ainsi que l'ensemble des républicains. La Libye se dirigerait-elle vers une sortie de crise? Emmanuel Macron a réuni hier Khalifa Haftar et Fayez Sarraj à la Celle Saint-Cloud dans les Yvelines. Et pour la première fois, les deux hommes qui se disputent le pouvoir ont signé un accord. Oui, et Tiffaine, dans cet accord, 2 mesures sont à retenir. Un cessez-le-feu ainsi que le lancement d'un processus électoral. Après des années de guerre civile, il s'agit de l'une des plus grandes avancées vers la paix en Libye. On part dans le nord de l'Inde maintenant. Des policières armées de bâtons et de caméras arpentent les rues de Jaipur. Oui, c'est une unité spéciale qui a été créée en mai dernier pour lutter contre le harcèlement sexuel dans un pays où 40 000 viols sont enregistrés chaque année. Félix Roua pour l'œil du CFPJ.
Jaipur, capitale du Rajasthan en Inde, connue pour ses palais luxuriants, compte aujourd'hui une nouvelle attraction, une brigade motorisée exclusivement féminine. On a suivi une formation spéciale pendant 3 mois. On nous a appris à conduire un scooter et à faire des prises de karaté et d'autodéfense. Parce que parfois, il y a des fauteurs de troubles qui peuvent nous menacer physiquement. Notre propre sécurité passe avant tout. La recrudescence des agressions sexuelles est un problème majeur en Inde. Les policières écument les parcs et les transports en commun là où les femmes sont les plus vulnérables. C'est très bien parce que les hommes vont avoir peur de voir ces femmes en service. Si un homme se fait tabasser, les autres savent que ça va chauffer pour eux aussi s'ils se conduisent mal. C'est pour ça que je pense que c'est une très bonne décision. En Inde, 40 000 cas de viol sont enregistrés chaque année, soit 6 fois plus en proportion qu'en France. Un chiffre sans doute très en dessous de la réalité tant le viol est tabou dans cette société indienne très patriarcale. La création de cette nouvelle unité et d'un vaste réseau de caméras de surveillance est censé inverser la tendance et pour l'instant, les résultats sont au rendez-vous. Il y a eu un effet dissuasif. Quand ces équipes patrouillent dans les lieux un peu chauds qu'on a repérés, elles arrivent à mettre fin à des problèmes, comme le harcèlement sexuel dans les rues. Les lois contre les crimes sexuels ont été durcies en Inde après le viol collectif très médiatisé d'une étudiante à Delhi en 2012. Face à ce fléau grandissant, plusieurs villes comme Delhi ou Calcutta ont annoncé le déploiement de leur propre patrouille de policières motorisées. Et c'est une bonne nouvelle en sport pour l'équipe de France masculine d'escrime. Un an après avoir été sacrés aux Jeux Olympiques, les épéistes se sont imposés par équipe aux mondiaux de Leipzig en Allemagne. Ils l'ont emporté avec 45 touches à 43 face à la Suisse. Et c'est Yannick Borel qui a assuré le spectacle avec une remontada de folie. Le Guadeloupéen a commencé le dernier relais avec un retard de 7 touches. Et les hommes ne sont pas les seuls à revenir médaillés. Quelques heures plus tôt, les sabreuses ont décroché le bronze face au Japon. Qui dit mercredi dit sortie ciné. Allez, tout de suite, on passe à notre chronique avec Marion Laouamène. Bonjour Marion, et le film très attendu aujourd'hui, c'est Valérian et les 1000 planètes. Oui, alors c'est le film même attendu depuis des semaines. La célèbre bande dessinée adaptée au cinéma par le réalisateur de Génique et Luc Besson, ça donne ça. Alors voilà, vous le voyez sur ces images, il y a des effets spéciaux, en veux-tu, en voilà, de très belles images de synthèse, mais toute cette technologie, ça a un prix, 180 millions d'euros, c'est la superproduction la plus chère de l'histoire du cinéma français. Et donc c'est surtout ce budget pharaonique qui fait parler du film, d'autant plus depuis que Valérian est sorti aux États-Unis la semaine dernière, car c'est une immense déception, c'est un flop. Alors, on a voulu voir ce que ça donnait en France, on a demandé aux premiers spectateurs leur ressenti et une note sur 10. Les effets visuels sont assez extraordinaires, faut l'avouer, pour un film français. Sur 10, je dirais peut-être 8, 9. Beaucoup de bruit pour rien. J'ai pas trop aimé, j'ai trouvé ça que c'était long. 6. J'ai pas vu le temps passer, c'est magnifique, les caractères, c'est drôle, il y a de l'humour, c'est sérieux, il y a tout ce qu'il faut. Un 9, Bon alors ça va, vous voyez les avis sont un peu mitigés, ça va surtout plaire aux fans de la BD et aux friands d'effets spéciaux. Enfin en tout cas on est loin à des galaxies des chefs-d'œuvre de Luc Besson. Et le coup de cœur du CFPJ, par contre, c'est un documentaire. Voilà, c'est selon moi le film à aller voir en salle en ce moment, Buena Vista Social Club Adios. C'est la suite du premier documentaire sorti en 1999. À l'époque, on découvrait, le monde entier découvrait sur les écrans le célèbre orchestre de l'île de la Havane aux 9 millions d'exemplaires vendus, d'albums vendus, rien que ça. Et dans ce second volet, en fait, les membres du groupe reviennent sur leur carrière. Pendant 1h50, on est bercé par la musique cubaine, on a envie de rentrer chez soi, je veux vous dire, avec juste l'envie de n'écouter plus que ça, de la musique cubaine. Allez, j'en dis pas plus, je vous laisse écouter. It was real phenomenal. The Buena Vista Social Club. We knew that we had something credible. It was like a social club. People were going crazy for them. This is the real Buena Vista Social Club. It was a huge hall, and on this floor the people used to dance and they enjoy life.
Et les obsèques, Marion, les obsèques de Claude Rich ont lieu en ce moment à Paris. L'acteur nous a quittés jeudi dernier. Voilà, exactement. Il nous a fait rire depuis ses débuts dans les années 60. Alors on a eu envie de lui rendre un petit hommage avec quelques-unes de ses scènes cultes. Ton Antoine commence à me les briser menu. Si nous parlions de moi pendant que vous dînerez, c'est pourquoi tu vas monter dans ta chambre. Bonne nuit, Antoine. Et quant à vous, brillant jeune homme, ne vous donnez pas la peine, je connais le chemin. Justement, faut avoir à l'oublier, hein. Si vous le permettez, ce n'est pas de cette façon que l'on doit boire le cognac. Non, Bélix, t'es tombé dans la marmite, t'es pas petit. Ah bah, on saura. Merci Marion. Et savez-vous qui chantait des mots, toujours des mots? Eh bien, c'est Dalida, évidemment. Eh bien oui, elle a fait hurler le monde entier avec plus de 2000 chansons. Elle a aussi fait pleurer des milliers de femmes lorsqu'elle s'est suicidée. L'icône est à l'honneur au Palais Galliera. Strass et Boa, Marion Lawamen et Jawada Etamer nous plongent dans sa garde-robe. 33 ans de show et de spectacles résumés en 110 robes et accessoires. Au musée Galliera à Paris, ils étaient nombreux ce mercredi matin pour admirer l'immense collection de Dalida, avec beaucoup de nostalgie. Alors moi je l'ai vue la première fois sur scène, elle avait la petite robe rouge en velours à Laval, j'habitais Laval à l'époque. J'ai fait un peu découvrir à ma fille tout l'univers de Dalida et on vient aujourd'hui pour constater justement que c'était vraiment une diva et que la mode avait une place prépondérante dans sa carrière, en plus bien sûr de son talent de chanteuse. Que ce soit pour ses shows télévisés, ses rôles au cinéma ou encore dans la vie de tous les jours, la garde-robe de la chanteuse égyptienne nous retrace sa longue carrière qui a débuté en 1954 avant de finir tragiquement par un suicide à Paris en 1987. Elle choisissait bien ses robes selon les spectacles qu'elle faisait. Elle était très méticuleuse sur ses choix et on le ressent là quand on voit tout réuni ici, c'est extraordinaire. On n'a jamais vu une collection aussi précieuse. La collection qui compte plus de 200 pièces est exposée jusqu'au 13 août prochain. Une belle manière de rendre hommage à la chanteuse disparue il y a tout juste 30 ans. Mais dans le fond, je préfère les chansons. Comme le disait la Mistinguette, je suis comme le bon Dieu m'a fait et c'est très bien comme ça. Vous aimez vous faire peur? Eh bien ça tombe bien, nos envoyés spéciaux sont allés tester l'Escape Game sur le thème du film d'horreur Saw. C'est dans le 17e arrondissement de Paris. Andrea Le Bourgeois, Guillaume Pédessac et Solène Rioux, nous pour notre série quotidienne. Alors aujourd'hui, on va tester pour vous l'Escape Game. Ici, on est à Living Room. Le thème, ça va être Saw. Le but, sortir d'une salle effrayante en 60 minutes. Pour ça, on est obligé d'être deux et ça sera pas de trop. Et tout de suite, on laisse Morgane nous expliquer comment on va faire. Alors, est-ce que vous avez déjà fait des Escape Games? Non. T'es prête? Presque. Alors là, je crois qu'il faut y aller. Non. Sur les yeux. Ah, je peux pas, je peux pas. Non. Je sais pas trop ce qui va m'arriver, c'est assez inquiétant pour tout vous dire. Bonjour et bienvenue. On va jouer à un jeu. La vie ou la mort. Faites votre choix. Que le jeu commence. Il y a en moyenne 6 à 10% de chance et que 6 à 10% des gens seulement trouvent la solution, donc ça va être super compliqué. Il nous reste exactement 56 minutes pour sortir de cette pièce. Mais ça va, tu me tiens la main, elle est malade.
Faut bloquer le truc peut-être, faut pas qu'ils ouvrent. Hein. C'est sûr, on va se faire embarquer là. Oh putain. Tu n'as pas trouvé l'antidote à temps. Tu es condamné. Trop tard. On n'a pas réussi à sortir, heureusement qu'ils nous ont libérés. En tout cas, c'est super. Je vous le recommande. En famille, entre amis, à plusieurs. Vous pouvez être jusqu'à 5 dans la salle. Super énigme, 5 ça sera pas trop. C'est hyper compliqué mais hyper sympa, hyper bien fait et je vous le recommande vraiment. J'ai testé pour vous. Living Room. À savoir que plusieurs thèmes sont disponibles et personnellement, je ne sais pas si j'aurais choisi celui-là. Moi, j'aurais bien pris la course contre la montre au Pays des Merveilles. Et bien voilà, c'est déjà à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se quitte sur ces superbes images du Tour de France à la voile. Il a commencé le 8 juillet dernier.